Bonsoir Éric Coquerel. Bonsoir. Vous êtes député LFI de Seine-Saint-Denis et président de la Commission des Finances. Vous avez été reçu aujourd'hui à Bercy par Éric Lombard, le ministre de l'économie, dans le cadre donc de ces fameuses consultations autour du budget. Vous y êtes allé avec votre casquette d'insoumis ou avec votre casquette de président de la Commission des Finances. Quand le ministre de l'économie demande à voir le président de la Commission des Finances, de la même manière que quand le président de la Commission des Finances demande à auditionner le ministre, dans les deux cas... je vois pas pourquoi on n'irait pas, ça me semble impossible. Et là, du coup, à ce moment-là, vous défendez pas les idées des insoumis? Je suis président de la Commission des Finances qui, de manière constitutionnelle, est de l'opposition. Donc j'ai quand même un avis, une position. Non, mais ce que je veux dire, c'est ce que vous portez, est-ce que vous défendez je porte ce que j'ai porté, ce qui était d'ailleurs ce qu'a porté le NFP pendant tout le débat budgétaire. Mais moi, j'y allais surtout avec la volonté de bien comprendre ce qui se préparait. Bon. Et j'ai eu des réponses. Vous avez compris? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez compris? Ce que j'ai compris, c'est que Éric Lombard était là pour essayer de faire passer à peu près le même budget que M. Barnier en pire, sans être soumis à une motion de censure. Très clairement. Je vous explique rapidement. Il y avait deux solutions dans la période qu'on abordait. Il y avait une solution qui est celle que nous avons proposée, Charles de Courson et moi, au gouvernement. C'était de dire, voilà, vous avez un certain nombre de mesures problématiques du fait qu'il y a eu la censure. Par exemple, l'indexation du barème des impôts sur l'inflation, un certain nombre de mesures de crédit d'impôt qui ne nécessitaient pas de décaissement pour les agriculteurs, l'extension du PTZ 0. Ce qu'on lui a dit, voilà, ce que vous faites, c'est que vous passez ça tout de suite, ça vous allez pouvoir le passer parce que c'était unanime quasiment dans les deux chambres. C'était ce que vous aviez promis d'ailleurs avant la fin de l'année en disant, voilà, on prendra une loi spéciale pour... Et après, ça vous laisse le temps, parce que là, vous ne serez plus pris par le temps, notamment les problématiques de rétroactivité. Ça vous laisse le temps d'examiner un nouveau budget sur une page blanche. Et là, de dire que là, on pourrait quelque part entendre, moi j'y crois pas trop, mais en tout cas, ça serait plus audible que des gens nous disent à ce moment-là, c'est négociable. C'est pas ce qui a été choisi. Ce qui a été choisi, c'est qu'ils reprennent le budget Barnier, là où il a terminé. Et avec en plus une contrainte, c'est qu'il y a une règle, je ne vais pas vous embêter avec les termes techniques, mais quand le budget est voté au Sénat au niveau des recettes, après vous avez une règle dite de l'entonnoir. Donc, écoutez-moi bien, vous ne pouvez avoir aucun nouveau dispositif en termes de recettes. Vous êtes obligé de reprendre le budget tel qu'il est. Bien. Avec un certain nombre de choses déjà qui ont été lâchées. Taxes sur l'électricité, les retraites, etc. Donc, il manque à peu près 13 milliards par rapport au budget Barnier. Et ce que m'a confirmé Mme de Montchalin aujourd'hui, très clairement, c'est qu'ils peuvent ne jouer que sur les dépenses pour essayer de rester à 5,4 de déficit. C'est leur objectif maintenant. Et que donc, elle annonce qu'ils vont chercher 10 à 15 milliards de baisse de dépenses publiques en plus, bien sûr, elle me l'a dit en face. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un budget pire. Quand je dis pire, pour des gens du Nouveau Front Populaire, qui pensent que la question, c'est pas la baisse des dépenses publiques, c'est d'augmenter les recettes en taxant les plus riches. Après, il y a 10 milliards d'efforts à faire en moins par rapport à l'objectif de Michel Barnier. Mais ce que je vous dis, c'est que c'est le même budget, il n'y a rien à négocier, avec des choses en pire. Donc la réponse, théoriquement, que devraient avoir été cherchés nos partenaires en soi-disant en discutant, sur un budget qu'on a censuré parce qu'on le trouvait mauvais, ça devrait être de censurer ce budget parce qu'on le trouve toujours, en tout cas de voter contre, parce qu'il est toujours aussi mauvais. Alors on voit que la discussion, elle s'est déplacée aussi sur la réforme des retraites. Le gouvernement a décidé de déplacer la négociation sur le terrain de la réforme des retraites, pas de négocier le budget. Oui, mais ce que vous dit Bruno Jeudi n'est pas tout à fait vrai. Au début, là j'entends maintenant effectivement comme... au début, par exemple, lundi, si vous écoutez Éric Lombard sur France Inter, il dit on pourrait peut-être bouger sur le PFU, vous savez, la flat tax, la taxe du capital. On pourrait peut-être la bouger. Monter le taux, Voilà. Sauf que comme tout ça n'a pas été voté par le Sénat, parce que c'est le gouvernement en plus qui est revenu sur un amendement voté par ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Lutter contre la suroptimisation fiscale, c'est totalement impossible. Pas d'ISF, pas tout ça. Tout ce qui est mis dans la lettre des socialistes, il y a quand même 5 pages. Comme vous avez vu, comme moi, etc., qui en gros sont des mesures qui ont été... C'est impossible. Donc, maintenant, les choses sont claires. Le budget qui était minoritaire, dans les urnes, quelque part en termes de politique en juillet, et à l'Assemblée, eh bien, si on a aujourd'hui des groupes d'opposition qui disent les choses ont changé, non. C'est qu'éventuellement... Attendez, j'aimerais deux éclairages de votre part, Edwige, avant de vous laisser la parole, Yves, parce qu'effectivement, Bruno lisait, les discussions se sont décalées sur la réforme des retraites et on va en parler dans un instant. Mais d'abord, sur ce que vous êtes en train de dire, moi j'ai deux questions. La première, c'est effectivement pourquoi le gouvernement n'a pas fait passer cette loi dont l'opposition avait parlé effectivement avant les fêtes, en disant la loi spéciale ne peut pas tout, donc on va corriger les impôts
on va corriger les réformes pour les agriculteurs, enfin les mesures pour les agriculteurs dans une loi spécifique. Et puis le budget se négociera dans un deuxième temps et on repartira effectivement d'une page blanche où tout sera possible. Pourquoi ce choix n'a pas été fait? Et deuxièmement, quelle est la latitude aujourd'hui qui est laissée aux discussions sur la base de cette copie la base, comme l'a dit Éric Coquerel, c'est-à-dire que là, le texte, il est passé au Sénat. Donc, il faut s'appuyer sur, aujourd'hui, le texte, le budget de Michel Barnier, on va l'appeler comme ça. Ouais. Il existe toujours. Et en fait, il est au Sénat. Il a été amendé au Sénat, notamment sur les questions de taxation sur les entreprises d'ISF, enfin, ou de flat tax ou de PFU. Et là, on peut pas le toucher. On n'a pas le droit de le toucher. Ça, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce qu'on peut modifier? Dans quelle mesure il peut être amélioré ou corrigé? Ce qu'on peut faire, c'est toucher sur le volet économie. Faire des économies sur le budget. Puisque, la seule chose, c'est qu'on est passé de 60 milliards à 50 milliards, d'accord? Même, vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a 10 milliards en moins d'économies à trouver dans le budget de François Bayrou. Donc là, il faut trouver... Il manque grosso modo... même 45 milliards. Ça descend même mais c'est comme Michel Barnier, en fait, le budget, c'était plutôt 42 milliards. Oui. Voilà, donc faut faire attention à pas trop parler trop de chiffres, parce que sinon, après, on s'y perd. Mais on peut trouver, reconnaissez avec Coquerel qu'on peut quand même trouver, ça ferait quoi 35 milliards d'économies, 30 milliards d'économies. Vous me proposez de reconnaître qu'on peut aggraver un budget en baisse des dépenses publiques que nous avons refusé et contre lequel on s'oppose. Parce qu'on a une Pierre Moscovici ce matin, il a déjà des tas de propositions. Oui, je sais que Pierre Moscovici... Mais le sujet, attendez, juste une chose, c'est que nous avons, surtout que les urnes nous ont quand même donné un peu raison, d'accord? Et l'Assemblée nous a donné un peu raison. Nous avons quand même... la liberté de penser que le budget qu'on veut continuer à imposer, c'est-à-dire celui qui a été censuré, en gros, on nous dit, vous avez voté en juillet, c'est pas grave, on vous impose les mêmes avec la même politique. Vous avez voté une censure du budget, c'est pas grave, on vous propose le même au pire. À un moment donné, ça passe pas. Surtout que moi, je considère, c'est un débat de fond, que ce budget n'est pas bon. Le sujet, il n'est pas du tout financier, il n'est pas budgétaire du tout. Le sujet, il est politique. Il est le but du ministre de l'économie et de son Premier ministre, c'est surtout de décrocher la gauche de la France insoumise. Et ça passe par quoi? Comme on l'a dit moi je le dis depuis le début, ça passe par les retraites. C'est le sujet clivant. Pourquoi? Non, mais c'est très important. Parce que les retraites, c'est aussi un moyen de satisfaire le Rassemblement national. Si vous arrivez à satisfaire le Rassemblement national plus une partie de la gauche, vous évitez la censure, sachant que le front, la France insoumise a dit depuis le début, là-dessus elle était d'une honnêteté totale, en disant, de toute manière, ce budget ne nous convient pas, la réforme des retraites ne nous convient pas du tout, mais le budget ne nous convient pas, parce que c'est un budget qui ne prend pas en compte la fiscalité, qui essaye de faire des économies, mais qui ne taxe pas suffisamment les richesses. Alors attendez, Éric Coquerel, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Éric Coquerel, c'est que dans sa première interview, Éric Lombard, il a pas caché son jeu, s'agissant de ce que vous avez dit, c'est-à-dire de faire avant une loi spéciale qui permette de régler les problèmes de barème d'impôts, d'aide aux agriculteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, sans budget, ils peuvent pas donner des aides aux agriculteurs. Non. Il l'a dit dès sa première interview qu'il ferait pas ça, qu'il reprendrait le budget arrêté au Sénat, stoppé au Sénat, et que c'est ce texte-là qui servirait de base. D'ailleurs, Bruno, c'est pas un choix qui est surprenant. Je vais vous dire pour acheter la paix sociale, pourquoi est-ce qu'il n'a pas effectivement fait passer cette loi spéciale dans un premier temps pour après repartir de la page blanche? Mais parce que c'est aussi un peu de stratégie politique, c'est-à-dire qu'il déplace la discussion essentielle sur la réforme des retraites et pas sur le budget. Parce qu'il sait de toute manière qu'il peut. Alors attendez, avant d'évoquer la réforme des retraites, Éric Coquerel, j'aimerais vous faire réagir sur ce qu'a dit Yves Friard il y a un instant, parce que Yves Friard, ce qu'il dit clairement, il est en train de nous dire, en fait, derrière ça, il y a une manœuvre politicienne. La manœuvre politicienne, c'est d'aller détruire la gauche. Moi, ce que m'a dit aujourd'hui Éric Lombard, je vais vous dire texto ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il ne cherchait pas un accord politique avec les oppositions, parce qu'il sait que ça ne peut pas être possible. Il cherche juste à échanger en échange de quelques mesures le fait de ne pas le censurer. Un accord de non-censure. Voilà. C'est ce qu'il a dit, mais les choses sont claires. Donc c'est clair. Mais ça, on le savait, ils le disent ouvertement, un accord de non-censure. Et j'en reviens après à ce que j'ai dit précédemment. Comprenez que c'est difficile à comprendre, et j'ai du mal du coup à comprendre ce que font nos camarades du NFP, que
À partir du moment où on dit ça, mais qu'en même temps on explique qu'on va garder le même budget. Et là, par contre, là, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que la question du budget est une question fondamentale. Parce que moi, je regardais. La priorité, c'est pas la réforme des retraites. Comment? La priorité, c'est pas la réforme des retraites. D'un point de vue politique, la situation en Europe va très mal. D'accord? La question de l'instabilité, elle vient pas juste parce que il y a une motion de censure. Elle vient d'abord parce que toutes les prévisions économiques du précédent gouvernement, c'est pour ça que je fais une commission d'enquête, ont été laminées, ce qui a commencé à inquiéter les marchés, parce que pour la première fois, la France était incapable de prévoir des prévisions parce que leur politique, à mon avis, est mauvaise. Elle a été en plus amplifiée par la dissolution, etc., etc. Autrement dit, je pense que la politique menée en France, mais aussi dans d'autres pays ailleurs en Europe, est une politique qui nous emmène dans le mur collectivement. Donc à partir de là, comprenez que moi, je ne considère pas comme un détail le fait qu'on veut nous réimposer le même budget. Mais pour en venir à l'attitude de vos camarades socialistes, écologistes et communistes, est-ce que vous avez le sentiment... À partir du moment où on a la première réponse d'Éric Lombard, qui est de dire qu'en gros, on va refaire le même budget, déjà, ça devrait quand même... Pour toute personne qui a été élue sur le programme du NFP, il y a un problème quand même. Mais est-ce qu'ils se sont fait piéger par naïveté ou est-ce qu'ils se sont vendus sciemment? Non, écoutez, moi, j'ai pas envie de faire... Non, j'ai pas envie. Je pense que le problème de fond du Parti socialiste, c'est qu'ils ne veulent pas se retrouver dans une situation de crise telle que ce que nous souhaitons, parce qu'on pense que c'est la manière dont on dénouera les choses. Vous souhaitez une crise on souhaite le fait que... Telle, comme vous dites. Non, c'est pas ça. C'est qu'on souhaite faire en sorte qu'on ne puisse plus continuer à appliquer une politique minoritaire dans le pays. Ça passait normalement par donner la possibilité d'un gouvernement NFP. C'est pas le cas, donc on l'a dit, on pense que du coup, la question se pose au niveau du président de la République qui doit partir. Ça, je sais que le Parti socialiste ne le veut pas, parce qu'il veut... Et donc il se retrouve dans une situation où il essaie de trouver quelque chose pour essayer de perpétuer les choses. Mais ça, c'est pas compatible avec le programme sur lequel on a été élu et c'est pas compatible avec l'intérêt général du pays. Mais alors justement, j'aimerais qu'on écoute Olivier Faure sur cette obsession présidentielle. Ce sont ces termes de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis. Mais ce n'est pas moi qui rompt, c'est Jean-Luc Mélenchon qui aujourd'hui, par son intransigeance, par son obsession présidentielle, et je le dis au passage, moi, je veux bien qu'il y ait une élection présidentielle demain matin. Dans 35 jours, si le président démissionne. 35 jours. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est persuadé que c'est lui qui l'emportera? Est-ce que c'est pas Marine Le Pen qui peut l'emporter? Vous ne prenez pas un risque, comme le dit Olivier Faure, avec une présidentielle anticipée? Alors, je vais vous dire une chose. Surtout la première question, c'est comment on arrête cette politique qui est en train d'être menée, avec Emmanuel Macron, à mon avis, quand même. Lui, en plus de ça, le pied dans le mur. Donc, moi, la chose, c'est pas de me dire, attention, là, on risque de pas être prêt, donc on va pas faire ce qu'il faut pour arrêter cette politique. Ça, c'est ma première réponse. Ma deuxième réponse, c'est, dans 3 ans, est-ce que vous croyez qu'on sera plus prêt? C'est-à-dire que la gauche aurait été élue sur un programme de rupture, qu'elle aura, si on suivait ce que nous proposent les amis socialistes, qu'on aura lâché plus ou moins des choses, et du coup, qu'est-ce qu'on aura fait? On aura laissé au RN le fait d'être la seule opposition réelle et systémique à M. Macron. Vous croyez que ça va diminuer les chances du RN dans 3 ans? Oui, mais là, la gauche, elle est complètement divisée aujourd'hui. Elle ne partirait pas avec une force politique. Il y a quelque chose qui est très important et qui me paraît montrer que rien n'est fait précisément. Et qu'au Parti socialiste, à l'intérieur du Parti socialiste, et chez les Verts probablement, et chez les communistes très probablement, il y a toujours eu d'ailleurs dans chacun de ces partis 2 lignes, et que là la discussion elle est intense. Parce qu'ils pensent à quoi? Ils pensent à leur réélection aussi, les uns et les autres. Ils pensent à leur avenir électoral. Et ils savent que leur avenir électoral, il est quasi nul, mais quasi nul, sans la France insoumise. Ça, c'est une certitude. Et justement, j'aimerais qu'on écoute Marine Tondelier, parce que c'est peut-être plus surprenant. Elle aussi a changé de discours vis-à-vis des Insoumis. Si vous voulez, moi, mon sujet cette semaine, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. C'est les Français victimes de plans sociaux, c'est les emplois associatifs qu'on essaye de sauver, et c'est des solutions qu'on essaye de trouver. Et je suis désolée, mais je défends les Françaises et les Français les plus vulnérables qui n'ont pas le luxe d'attendre le grand soir. Mais même, alors je veux bien qu'il y ait peut-être un débat interne chez les socialistes et chez les écologistes. Il n'empêche, tous les leaders socialistes et écologistes, aujourd'hui, s'affranchissent des Insoumis. Vous vous sentez pas un peu isolé dans votre position? Marine Tondelier a dit texto sur votre antenne tout à l'heure. Nous avons toujours dit qu'on voterait une motion de censure si M. Retailleau était ministre de l'Intérieur. Il est ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'on va voter la motion de censure? Oui, mais elle dit aussi qu'il y a une urgence. Elle dit aussi qu'il y a une urgence, que les gens veulent que ça change. Expliquez-moi. C'était pas la même situation. Expliquez-moi. Non mais, ok, elle peut changer d'avis, donc c'est pas très grave. J'espère qu'elle rechangera d'avis d'ici la semaine prochaine. Mais j'explique. Donnez-moi le seul élément pour l'instant qui, quelque part, justifierait que quelque chose s'améliore pour les Français dans les discussions qui ont lieu. Sur le budget, on vient de voir que non. D'accord? On vient de voir que c'est pas le cas.
Donc, sur les plans sociaux, est-ce que c'est le cas? Non. Si jamais il y a un budget qui est voté... En réalité, pour l'instant, excusez-moi juste, en réalité, j'ai entendu Olivier Faure qui dit nous, c'est pas, on préfère quelque chose à rien, globalement. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est fait. Et pour une bonne raison, c'est que M. Macron, il ne veut pas changer de politique économique. Et que vous verrez qu'il va essayer de passer, je termine juste une chose, il va essayer de passer le cap de son budget, parce qu'il sait que c'est ça la difficulté. Et vous allez voir que l'an prochain, les majorités, il va les chercher ailleurs. Avec M. Retailleau, sur l'immigration et autres. Et là, c'est le RN qui va être interpellé pour faire passer les mesures qu'ils promettent. Voilà le devenir qu'on a devant nous. Est-ce que réellement, on doit laisser passer ça? Bruno, là, je le dis à Marine Tourtellier. Est-ce qu'on doit laisser passer ça? Mais Bruno, comment vous expliquez ce changement de ton des écologistes? Des écologistes, parce que les écologistes et les communistes ont accompagné... accompagnent le Parti socialiste dans la négociation qui a été ouverte par Éric Lombard. Eux, ils ont décidé, ils ont une ligne qui est différente des amis d'Éric Coquerel. Ils veulent sortir du tout ou rien. Éric Coquerel et ses amis sont dans une logique de tout ou rien, c'est-à-dire que de toute façon, le budget, la politique actuelle n'est pas bonne. Il vient de le dire, il n'y a pas de changement là-dessus. Encore que M. Coquerel, avant la censure ou juste après la censure, vous et d'autres, et au RN, il disait pareil, vous disiez il n'y aura aucune conséquence pour les Français de la censure. On voit exactement le contraire. Le gouvernement ne peut pas distribuer des aides aux agriculteurs parce qu'il n'y a pas de budget. Les Français peuvent se retrouver dans la panade avec les histoires de barème d'impôts. C'est quand même plus compliqué la vie sans budget. Enfin, moi j'ai l'impression, si vous pensez que non, en tous les cas, Madame Tourdelier disait elle-même tout à l'heure sur le plateau de Guillaume Darey, elle expliquait que, eh ben oui, les emplois des associations sont menacés s'il n'y a pas de budget. Elle justifie ce changement de ton parce que sans budget, la France fonctionne moins bien. Sans budget, la France est moins stable. Ça coûte. La dégradation des prévisions économiques est réelle. Ce n'est pas une invention de journalistes, c'est les institutions qui le disent. C'est ça qui explique le changement de ton dont vous me Et c'est ce que disent aussi les organisations patronales et syndicales. J'en parlais tout à l'heure de ce fameux communiqué commun. Est-ce que je peux compléter Allez-y, comme ça après je vous répondrai. Juste un point quand même, parce que vous dites rien n'a changé. Si, la situation économique, exposée de président de la Commission des finances, elle s'est incroyablement dégradée. On voit bien que les prévisions de croissance, on était à 1, maintenant on est à 0,8. Le déficit de la France est devenu abyssal. Et puis regardez, j'ai devant moi les chiffres d'emploi qui ont été publiés hier, enfin de défaillance d'entreprise. On a atteint un record qu'on n'avait pas vu depuis 15 ans. Il y a 240 000 emplois menacés. Mais ça, vous avez remarqué que c'était avant même. Non, mais c'est depuis la dissolution. Ah d'accord, on est d'accord. Donc c'est l'effet de la politique économique menée. Non, on nous propose de la continuer. Non, c'est politique, c'est pas une décision économique. Mais non. Alors attendez, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Premièrement, Bruno Jeudi, c'est pas vrai. La question, c'est pas tout ou rien. La question, c'est rien ou rien. Voilà. Nous, ce qu'on reproche aujourd'hui, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui se négocie. Et quand je vous dis que c'est pas tout ou rien, je vais vous donner un élément. Rappelez-vous que dans la discussion du budget, on a été chercher des amendements, majoritairement à l'Assemblée sur les recettes. On a même trouvé 50 milliards de recettes supplémentaires. On a même baissé le déficit en dessous de 3%. C'était pas tout notre programme. Mais n'empêche, on a voté pour ce budget. Et qui a voté contre ce budget? Qui a voté contre ce budget? C'est le socle commun et le RN. Donc, quand vous nous dites c'est tout ou rien, non. La preuve, on était prêt à amender considérablement le budget avec la majorité. D'accord, mais oui, mais c'est notre programme. À part qui? Par qui c'est difficile? Excusez-moi, je n'ai pas votre avis, Edwige. C'est-à-dire que moi, je considère que les recettes principales pour réduire le déficit, la croissance, c'est d'aller chercher les cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches et qui, on a fait peu d'efforts, quelques amendements, on allait chercher 50 milliards. Donc ça, c'est juste pour vous répondre du tout ou rien. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est plutôt du rien de rien. Deuxième question, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas... Alors, c'est sûr que la dissolution, l'instabilité politique a aggravé. Mais on est en ce moment en Europe dans une situation économique parce que le système coince. Il coince en Allemagne. Vous savez que les difficultés politiques en Allemagne font que certains disent qu'il faut arriver à desserrer le corset des déficits. Nous, on l'a desserré. D'accord, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que, y compris la baisse de la croissance, même si une partie de la baisse de la croissance, je vous rappelle, elle vient de ce qui est anticipé, c'est à la baisse des dépenses publiques qui va avoir un effet récessif sur l'économie. Donc ça, c'est pas vrai de dire que quelque part, ça viendrait tout d'un coup du fait qu'on aurait censuré le gouvernement. Ça vient profondément, c'est que la politique néolibérale menée actuellement est en train de nous mener dans le mur. Elle nous mène dans le mur parce que ça, c'est pas moi qui le disais, c'est M. Prodi,
Elle nous mène dans le mur parce qu'on est incapable en Europe de mettre suffisamment d'argent sur la transition écologique en ayant des politiques sans arrêt de sur le numérique. On le voit. Draghi, pardon, excusez-moi. Draghi. Draghi, j'étais en train de chercher le nom. Mario Draghi. Il est italien. D'accord, absolument. Monsieur Draghi le dit, donc c'est du petit qui nous mène dans le mur. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui qui est globale du système réel. Voilà pourquoi il faut changer de politique économique. Donc, la question pour répondre à Marine Tondelier, c'est pas tout ou rien. La question, c'est que par contre, si c'est en réalité, de trouver des faux accords pour essayer de faire passer un budget qui est le même, je ne vois pas en quoi ça nous avance. Alors j'ai compris qu'il y a les retraites, peut-être là-dessus vous voulez en venir. Moi, ce que j'observe, j'ai entendu Frédéric Souillot, etc. Moi, je vous fais un pari. Il n'y aura même pas de gel des retraites. Voilà, je vous le dis très clairement. Moi, tout à l'heure, j'ai des discussions, puisque moi j'ai... Gel de la réforme des retraites, vous voulez dire? Oui, il n'y aura pas de gel de la... Même le gel, il n'y aura pas. Nous, on est pour l'abrogation. Pendant les 6 mois voilà ce que m'a dit tout à l'heure Éric Lombard. Le gouvernement prévoit d'ouvrir une séquence de dialogue social sur la réforme des retraites. Il voudrait notamment comptabiliser les dépenses des retraites autrement pour afficher les dépenses de l'État, équilibrage des régimes, financement des pensions des retraites et fonctionnaires. Voilà tout ce qu'il m'a dit. Donc vous êtes en train de dire c'est un jeu de dupes, tout ça? Ah mais je pense... C'est uniquement pour acheter la survie du gouvernement. Je vais vous dire une chose, Éric Lombard est quelqu'un de sympathique. Je pense même peut-être que Éric Lombard le croit, ce jeu de dupes, et qu'il en est peut-être à la fois un outil, à la fois peut-être quelqu'un... Vous dites qu'il se fait manipuler par François Bayrou, Éric Lombard? En tout cas, je pense qu'il est possiblement... Moi, je crois qu'ils ne bougeront pas de politique économique. La raison même pour laquelle Emmanuel Macron n'a jamais voulu qu'il y ait un gouvernement NFP. Tout le monde se fait avoir, parce que quand on entend les socialistes, les écologistes, les communistes, et Sophie Binet, Frédéric Souillot qui était tout à l'heure en plateau, ils sont tous en train de se faire avoir, ils sont tous en train de se faire berner. Je n'ai pas entendu dire exactement le même discours, excusez-moi. Non, mais il y a une ouverture, elle dit il y a une ouverture, mais ils sont tous en train de se faire berner, c'est ça que vous êtes en train de dire? Je vous dis, alors on verra bien si à partir de formules alambiquées, ça suffit à nos camarades socialistes. Je l'espère pas. Moi, je les appelle à revenir à la raison, parce qu'il vaut mieux arrêter ça le plus vite possible. C'est compliqué de revenir à la maison quand on a Jean-Luc Mélenchon qui parle en disant vous êtes ridicule de servilité. Mais c'est compliqué pour nous aussi. Comprenez aussi que c'est compliqué pour nous d'avoir des gens qui vont négocier à l'inverse de programmes sur lesquels on a été élus. Comprenez que ça a une importance pour nous. Je mets ça de côté. Moi, j'espère qu'ils vont venir à la raison pour une bonne raison. Mais comment voulez-vous, pardonnez-moi, mais juste comment voulez-vous qu'ils reviennent à la raison en employant de tels mots? Est-ce que c'était les bons mots à employer? Peut-être. Écoutez, est-ce que hier soir, c'était normal que 3 des partenaires du Nouveau Populaire aillent négocier comme s'il y avait quelque chose à négocier, alors même que la démonstration que je vous fais tout à l'heure... Non mais attendez, Bruno, je dis, j'ai vu les 5 pages du Parti Socialiste, d'accord? Il n'y avait pas que la réforme des retraites, comme j'ai dit, il y avait d'autres mesures, ISF et autres. On leur dit que ça n'existera pas. Ça a été dit clairement. C'est possible, vous-même vous le dites. Mais encore une fois, dans une négociation, c'est pas tout ou rien. J'ai dit pas possible parce qu'ils ont repris le même budget. Et donc, oui, mais c'est pas tout ou rien, là, c'est rien et rien. Ils arrivent avec une rien, ils vont pas avoir à faire surtout. Eh bien, toutes les mesures budgétaires qui sont sur leur feuille, que je connais bien, on a fait les mêmes amendements ensemble. Je vous le dis très clairement aujourd'hui, il n'y aura aucune de ces mesures qui sera retenue dans le budget. Et donc, ils sont ridicules de servilité. Eh ben, je pense qu'ils cherchent un trou de souris pour pas voter à motion de censure. Mais moi, mon fort intérieur, c'est qu'ils finiront par la voter. Parce que pour la raison qui a été dite tout à l'heure par Yves Tréhard. C'est qu'en réalité, le débat que nous avons, nous, entre Insoumis et nos partenaires, ils l'ont à l'intérieur de leur parti, parce que quand même, ils ont été élus sur un programme de rupture, et que tout d'un coup, estimer qu'ils puissent comme ça permettre aux macronistes de poursuivre pendant 3 ans sans rien changer. Parce qu'encore une fois, c'est pas tout ou rien, c'est rien et rien. Et ben moi, je pense que ça sera difficile à suivre. Attendez, Yves, juste avant de vous donner la parole, une dernière précision. Vous avez dit cet après-midi, j'espère qu'on se retrouvera tous à la motion de censure. C'est l'heure de vérité. L'heure de vérité, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer s'ils ne votent pas la motion de censure jeudi prochain? Là, ça devient vraiment de plus en plus problématique, parce que, là, je suis d'accord, tout à l'heure, j'ai entendu. Je crains quand même que si on ne vote pas la motion de censure, c'est qu'il y aura une raison. Si j'ai bien compris, c'est que les propos de François Bayrou auront quelque part été suffisants. Je ne sais pas lesquels, parce que je vous dis qu'à mon avis, il n'y aura pas le gel. Moi, je vous dis, il y aura peut-être des formules alambiquées, comme j'ai sorti là. Les carrières longues, qui ne peuvent pas suffire à des gens qui étaient sur l'abrogation. Donc, s'ils ne votent pas la censure, j'ai un peu du mal mais je l'espère, j'essaierai de le faire quand même, parce que moi, je suis constructif. Mais j'ai du mal à penser qu'après, ils vont voter la censure sur le budget. Mais j'essaierai de le faire. Et s'ils ne votent pas la censure? Mais est-ce que vous allez la voter forcément? Les conséquences, mais quelles seront les conséquences dans vos relations avec le... C'est là, ils sont un peu en difficulté, on continue à se parler. Je parle notamment aux écologistes et autres, mais c'est vrai que ça va compliquer un peu la chose. Mais je ne renonce pas à faire comprendre que quand le choix est entre rien et rien, ça ne va pas de censurer le gouvernement pour les mêmes raisons que le gouvernement. Comment? Aux socialistes, vous en parlez encore? Je peux leur parler. Je suis président de la commission des finances. Donc de toute façon, déjà, je parle. Et vous leur parlez en tant que président de la commission des finances, mais non plus en tant qu'Insoumis? Moi, je pense que c'est une hypothèse. Moi, depuis tout à l'heure, j'évoque cette hypothèse depuis le début. Je pense qu'ils peuvent éviter
de voter la censure pour le discours de politique générale, mais qu'entre-temps, eh bien, justement, ils estiment qu'ils ont été, passez-moi l'expression, roulés dans la farine et qu'ils votent la censure à l'occasion du budget. C'est tout à fait possible. Et moi, je vous dis, je continue à penser que le gouvernement Bayrou ne terminera pas l'hiver. Vous voyez ? Ah, vous êtes Madame Irma, donc. Mais figurez-vous, j'ai dit ça en septembre pour le gouvernement Barnier, non pas sur Madame Irma, mais à partir d'analyses politiques. Et ça m'a donné raison. Bon, on va parler recherche d'argent, puisqu'on en est toujours là, c'est 50 milliards à trouver. Qui va payer? On va accueillir de nouveau Raphaël Grabli qui va nous rejoindre autour de la table. Raphaël, il y a une cible qui se dessine une nouvelle fois chez certains politiques, mais aussi pour le patron du MEDEF, ce sont les retraités. Et oui, ce matin, Patrick Martin, le patron du MEDEF, il a évoqué une piste d'économie justement pour ce budget en remettant en cause, je cite, une niche fiscale aberrante. On écoute Patrick Martin sur RMC au micro d'Apolline de Malherbe. Il y a des poches de recettes qui ne sont pas exploitées pour des raisons. La niche fiscale qu'ont les retraités pour frais professionnels, 4,5 milliards d'euros par an. Qu'un retraité bénéficie d'une niche fiscale, une exonération fiscale pour des frais professionnels, je veux dire, c'est contre nature, c'est aberrant. C'est quoi cette histoire de frais professionnels pour les retraités? Oui, alors, c'est un peu une fake news de dire frais professionnels, c'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est une niche fiscale, c'est un cadeau qui a été fait aux retraités. Ça date de 1977, c'est pas nouveau. Concrètement, on prend l'assiette fiscale, on réduit de 10% dans les limites de 4 300 euros. Donc ça a quelques années. Mais du coup, effectivement, ça peut coûter très cher. Et ça peut être un gros cadeau. Oui, alors là où Patrick Martin, pour le coup, a raison, c'est que ça coûte une fortune. Il dit 4 600 milliards d'euros par an. C'est effectivement ce que dit la Cour des comptes. Ça rapporte en moyenne, ça fait... 4 milliards par an. 4 milliards. Oui, 4 milliards, pardon. Oui, parce 4 que milliards. 4,6 milliards. Non, 4,6 milliards d'euros par an, pardon. C'est ce que dit la Cour des comptes. Donc ça représente en moyenne 500 euros par ménage retraité. Ça peut monter quand même à 1850 euros par an. Et le gros problème, et c'est ce que dit justement la Cour des comptes, c'est qu'il n'y a pas de ciblage selon les ressources. Et justement, ce que dit toujours la Cour des comptes, c'est que résultat, eh bien, c'est les retraités les plus aisés qui en profitent le plus. Un chiffre, 2,5 milliards qui vont simplement pour 20% des retraités les plus aisés. Alors là, je me tourne vers vous, Éric Coquerel. C'est une niche fiscale pour les plus riches. C'est une piste d'économie assez faramineuse, 4,6 milliards. J'imagine que vous êtes pour la supprimer. Mais moi, je suis pour supprimer beaucoup de niches fiscales. Globalement, je suis pour faire en sorte que les revenus, notamment les pensions pour les retraités, soient revalorisés et que quelque part, on n'ait pas un système, surtout qui avantage certains, qui fasse que leurs pensions sont un peu gonflées par des questions alors, mais par contre, ce qui me pose problème, c'est que ça peut pas être un jeu de dupes. Ça peut pas, on supprime des niches fiscales qui, quelque part, permettent que les retraités vivent un peu mieux. Et puis, d'un autre côté, il est hors de question d'augmenter les pensions. Puis même, on fait travailler les gens plus longtemps, si vous voulez. Donc là, il y a je pense pas que ça soit la piste à tuer. Moi, je veux bien quand on mette à plat les niches fiscales, nous on le demande. Hein. Quand je dis suppression, c'est un peu provocateur. Oui. Aussi, il y a des pistes, et simplement de la moduler, de baisser peut-être de la distribuer en fonction d'un niveau de ressources, voire de baisser le peut-être, mais à partir du moment où le niveau de ressources des retraités, qui est considérablement bas dans ce pays, soit augmenté. Donc on peut pas prendre un élément en disant c'est comme ça qu'on va arriver à financer le déficit des retraites, parce que en réalité on va déjà, ça posera un problème, parce que les niches fiscales, c'est aussi un apport financier qui permet aux gens de consommer. C'est-à-dire que si vous... ils épargnent beaucoup, les retraités. Voilà, ils épargnent beaucoup. Enfin, les retraités qui peuvent épargner. Oui, mais c'est ceux qui sont justement évoqués par la Cour des comptes. Mais encore une fois, moi, je crois qu'on ne peut pas étudier la question des retraites à travers une mesure seulement. Mais sur cette mesure, vous êtes favorable? Non, mais je veux pas. Pourquoi pas Elle est importante parce qu'on parle d'un volume. On parle beaucoup de certaines mesures. On parle de 500, 600 millions. Oui. Là, c'est 4,6 milliards. De la même manière, par exemple, qu'il y a une niche fiscale incroyable qui est l'aide à la personne. Oui. D'accord. Pour partie, c'est nécessaire. Pour autre partie, Pierre Moscovici du récidive. Bien sûr. Sans doute revenir là-dessus. Donc là, ça paraît peut-être pas populaire, mais moi, je suis pour la revoir en grande partie. C'est pas normal à un moment donné qu'il y ait des effets d'aubaine de gens qui, de toute façon, par exemple, paieraient des travaux dans leur maison ou feraient garder leurs enfants, qui ont les revenus pour, et il y a des crédits d'impôt. Donc je suis pas... Ça ne me choque pas, mais simplement sur la question des retraites, si on prend une niche fiscale qui fait en sorte déjà de diminuer d'une manière ou d'une autre les revenus des retraités, ça ne peut se faire qu'à condition où on revalorise les retraites au moins de manière grandement majoritaire. Parce que c'est pas les retraités,
par peut-être une minorité qui sont les privilégiés de notre pays. C'est vrai que, Edwige, il y a quand même énormément de questions à chaque fois qui se posent autour de ces niches fiscales et il y en a certaines qui sont complètement aberrantes. Pourquoi on les remet pas sur la table une bonne fois pour toutes? Parce qu'à chaque fois, vous savez qu'il y a une niche fiscale derrière. Il y a des intérêts en jeu, bien sûr, mais il y a un moment donné, quand il faut aller chercher 50 milliards d'euros. Évidemment, c'est tout le système de fiscalité français qui repose sur les niches fiscales. Il y en a absolument partout. Ah oui, il y en a partout. 100 milliards, oui, c'est ça, mais il y en a vraiment partout. Mais si à un moment donné, on faisait le tri dans ces niches fiscales, il n'est pas là, l'argent? Oui, mais il y a plein d'argent, mais chaque fois qu'un gouvernement a essayé de toucher, il a qu'à demander au président de la commission des finances. Mais nous, on a fait des amendements qu'on nous supprimait. C'est comme ça qu'on a été chercher une partie des 50 milliards. C'est avec quelques... Est-ce que vous seriez favorable, parce que Patrick Martin, il a dit ça aussi ce matin, au fait d'élargir en disant, mais finalement, le système des retraites, les retraites, c'est les salariés du privé. En fait, ça ne pèse que sur le travail. Il faudrait élargir, en fait, le financement du système de retraite. Déjà, moi, est-ce que là-dessus... Je vous réponds. Oui. Je ne suis pas pour remettre en question les retraites par répartition et je ne suis pas pour remettre en question le fait que c'est assis sur la cotisation sur le travail. Voilà. Je pense que c'est le système. Oui, bien sûr, mais attendez, je ne suis pas globalement. Déjà, c'est plus vraiment tout à fait le cas, puisque je vous rappelle qu'avec les exonérations, une partie est compensée par la TVA, d'accord, chaque année. Oui. Donc déjà, on a un problème parce qu'il y a une partie. Le régime des retraites est en partie fiscalisé comme le régime de un petit peu. C'est 75 milliards d'exonération. C'est pas un petit peu. Mais oui, mais donc déjà de toute façon, c'est pas le cas. Moi, je suis pour revenir à un système qui globalement permet que ça soit assis sur les cotisations. On cherchait, par exemple, juste pour vous donner une idée quand même, on a fait avec Charles de Courson, on a fait un colloque qui était une espèce de conférence avec tous les syndicats, les organisations patronales sur les retraites en septembre, ce que le gouvernement ne peut pas faire. Il y a un économiste qui a expliqué que si on augmente de 0,15 points les cotisations pendant 7 ans, on équilibre le régime des retraites. Ouais, mais enfin, Patrick Martin ne veut pas en entendre parler, le patron du MEDEF. Il dit le coût du travail est déjà exorbitant en France, il y a 260 000 emplois qui sont menacés, et il dit voilà, ça créera encore plus de chômage. Des retraites n'était jamais pour faire en sorte d'augmenter les cotisations, ni même de passer de 65 à 60 ans. Donc ça, excusez-moi, vous pouvez pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la négociation, elle se joue. Ouais, mais elle se joue avec les partenaires sociaux. Ce qui est intéressant, juste comme ça, c'est que 0,15 points de cotisation. Eh bien, figurez-vous que c'est beaucoup moins que, par exemple, les 5 milliards d'exonération sur lesquels voulait revenir le gouvernement dans ce budget. Donc, c'est pas complètement impossible. Et 0,15 points, les gens pourraient choisir de savoir s'il y a 0,15 points de cotisation en plus ou alors on passe de 64 à 62 ans. Rien que ça, c'est un exemple.